sociologue, vous êtes l'auteur de La domination policière, une violence industrielle. Pour vous, la police ne peut pas exister sans violence, une opinion que vous approfondissez dans Le marché global de la violence, un texte de 35 pages qui figure dans le livre de Leslie Wood, Mater la meute, sur la militarisation de la gestion policière des manifestations. Je dirais oui, la police est très républicaine. Le problème, c'est que c'est la République qui est raciste, capitaliste et sexiste, et extrêmement violente. Et on est dans une société qui est en forme de pyramide, où il y a une oligarchie, une minorité qui vit sur les autres. Et pour faire tenir ça, il faut de la coercition, il faut de l'idéologie aussi. Il faut mettre des idées dans la tête des gens, comme le fait que la police les protège. Mais aussi, il faut de la force aussi, il faut de la violence. Et du coup, la police sert à ça. Alors moi, je pense que ce qui s'est passé... Du coup, il y a eu un choc très fort après les attentats. Et quand il y a un choc, les gens sont très suggestibles. Il y a eu des opérations médiatiques, idéologiques, politiques très très fortes pour essayer d'imposer aux gens cette idée. On le fait depuis la maternelle, que la police est là pour les protéger, pour sauver la veuve et l'orphelin, etc. Et du coup, bien sûr, il y a des gens qui y ont cru, et il y a des gens aussi qui y croient parce que ça répond à leurs intérêts. Dans les classes dominantes, dans la bourgeoisie, même dans les classes moyennes, il y a des systèmes de privilèges qui ont besoin d'être protégés. Et du coup, il y a besoin d'une force pour ça, une force qui sera forcément violente. Ce qui s'est passé depuis, c'est que cette société inégalitaire, cette société pyramidale, elle a mis en place énormément de choses que, apparemment, ce serait l'état de droit. Du coup, entre le 49-3 ou toutes ces choses-là, on hallucine un petit peu. Mais en tout cas, cette société inégalitaire, elle s'est lancée dans cette société, c'est les classes dominantes, les classes dirigeantes de cette société-là, ont décidé de mettre en place une loi au profit du MEDEF et du patronat, qui ne passe pas du tout ni dans les classes populaires, ni dans les strates un petit peu supérieures. Et du coup, l'État, puisque c'est l'État, c'est la classe dirigeante qui décide de ce que fait la police, ces gens sont à leur service, a décidé d'employer dans les centres-villes bourgeois notamment, et contre les classes moyennes et les strates supérieures des classes populaires, des dispositifs, des protocoles de violence, une intensité qui jusque-là était industriellement réservée aux quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on a autorisé, voire lâché un petit peu, des unités policières sur des populations qui n'étaient pas du tout habituées à vivre cette violence industrielle, ce système de domination qui est appliqué en permanence dans les quartiers populaires contre les classes populaires et qui fait 10 à 15 morts par an. Alors que des morts en service de la police dans des manifestations dans les quartiers populaires, j'aimerais qu'on me rappelle la date, la dernière fois où ça s'est passé, et je pense que personne... 5 par an. 5 par an en mission. J'aimerais bien qu'on nous donne des noms alors, parce que vraiment on pourra vérifier. Je pourrais vous les donner, par respect pour eux, je le ferai plus tard. En tout cas, il y a 10 à 15 morts dans les quartiers populaires dus à l'action de la police par an. Ce sont principalement des jeunes issus de la classe ouvrière et issus de l'immigration coloniale, notamment des Noirs et des Arabes. Et le système de violence qui est appliqué industriellement et en permanence dans les quartiers populaires a été d'une certaine manière employé dans les centres-villes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas habitués à voir ce que fait réellement la police, qui du coup s'en sont rendus compte. Et notamment dans les syndicats aussi, parce que on parle vous avez essayé de dissocier les syndicalistes, mais bon, les bureaucraties syndicales, effectivement, comme on l'a vu, certaines participent, collaborent complètement avec la police pour réprimer le mouvement. Mais ce qu'on voit dans la rue, ce que les gens voient, c'est exactement l'inverse de ce qui est raconté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une minorité de casseurs qui s'en prend, qui seraient toujours les mêmes et qui s'en prennent à l'état de droit, mais plutôt une majorité de gens qui n'en peuvent plus de se faire gazer, tabasser, alors qu'ils sont dans des luttes légitimes pour leurs droits. Et voilà, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent les yeux sur ce qu'est réellement la police et sur ce qu'est réellement l'État. Bon, ce monsieur raconte n'importe quoi, mais... Bien entendu, c'est pour ça qu'on m'invite d'ailleurs. Il fait carrière, d'ailleurs vous n'êtes plus policier, parce que mais vous êtes sociologue. Un dirigeant de syndicat, ça fait carrière, ça va devenir peut-être préfet. Bien sûr, oui. Je compte sur vous pour il y a énormément d'enjeux là-dedans. Vous serez au pouvoir et vous pouvez nous laisser terminer, vous n'êtes pas au-dessus des lois ici. Merci. Alors, du point de vue de l'impunité policière, du coup ce monsieur raconte n'importe quoi, les 10 à 15 morts par an ne trouvent aucune solution dans les tribunaux. La justice protège ce système de violence, d'oppression, de harcèlement, de ségrégation policière des quartiers populaires, au point qu'il faut lutter longtemps et durement pour juste ouvrir des procès. À la sortie de ces procès, on n'a jamais rien. Peut-être des fois, le minimum qu'on peut avoir, après des années, voire 10 ans de lutte, ça va être du sursis. Il ne se passe
jamais rien. L'autre chose qui est assez scandaleuse, c'est de renvoyer, parce que ce débat est toujours posé de la même manière, la violence de l'oppresseur et du système de domination à la résistance des dominés qui s'y opposent. Il faut quand même reprendre le truc depuis le début. Hein. Les gens naissent pas avec la détestation de la police. Hein. Ça doit bien venir à un moment de quelque part. Oui, quand même, et ce pauvre monsieur-là, forcément, on les comprend, les policiers. Ils sont un peu en galère. Là, ils sont surarmés. Ils ont des équipements énormes. Ils sont face à des lycéens qui les insultent, des ouvriers qui contre-attaquent, des vieux qui s'auto-organisent, des retraités qui s'organisent collectivement. Et du coup, bien sûr, ils sont obligés de sortir cette image du casseur pour essayer de trouver une sorte d'ennemi intérieur à sortir de là et faire passer le mouvement social pour un truc qui finalement serait très gentil et serait très content que l'État lui impose une loi patronale alors que personne n'en veut. Donc il faut inventer cette figure du casseur. Et c'est normal qu'ils soient un petit peu... on l'invente pas. Ils se sentent fragiles, vous ces les policiers, connaissez, les casseurs, parce ils subissent une contre-attaque collective d'une majorité de gens dans ces manifestations, des jeunes, des vieux, des ouvriers, des chômeurs, des précaires. Alors il faut inventer des outils idéologiques pour diviser les gens. Parce que les gens, face à la violence de la police, et c'est peut-être ce que vous avez fait de mieux dans votre vie, commencent à se réunir, à s'auto-organiser, à s'associer et à découvrir qu'on peut vivre autrement, qu'on peut s'organiser autrement, qu'on peut changer les choses, mais horizontalement, en s'entraidant, par la solidarité. Non, il se passe exactement la même chose dans les quartiers populaires de France. On peut discuter sur l'intensité. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait aussi parler de la prison, parce qu'en termes de machine de domination, de meurtre, d'écrasement des classes populaires... Mais ce n'est pas le sujet. Non, si, parce que c'est de la violence policière. Les matons en prison, excusez-moi, c'est de la police, c'est une forme de police. Et en prison, on compte autour, ça dépend des années, mais ça tourne souvent autour d'une centaine de suicides, morts suspects par an, ce qui ajoute aussi. Mais en tout cas, on peut discuter d'intensité. Le fait est que le schéma est le même. On est face à des sociétés impérialistes. Quand on parlait d'état de droit, j'aimerais bien savoir qui a décidé pour le nucléaire, qui a décidé pour les guerres néocoloniales en ce moment, en Centrafrique, au Mali, partout où l'armée française intervient pour bombarder, massacrer, violer, etc. Et à quel moment il y a eu un pouvoir populaire qui a décidé ça? Bon, bref, je ne sais pas. En tout cas, on est dans des sociétés impérialistes. Ces sociétés impérialistes, pour fonctionner, elles ont besoin d'appliquer à l'intérieur de leur territoire une forme de socio-apartheid. C'est-à-dire une forme de ségrégation dans laquelle on va masser et enfermer et encadrer une partie des classes populaires, généralement la partie des classes populaires issues de la colonisation. Et pour maintenir ces formes de ghetto, il faut de la police. Et il faut une police qui va produire de la violence, parce que les gens ne se laissent pas faire. Les classes populaires ne se laissent pas faire comme ça. Il ne suffit pas d'idéologie, etc. pour les soumettre. Il faut aussi de la force. Et généralement, ça ne suffit pas même à les soumettre. Et donc, on a bien un schéma, peut-être qu'on peut discuter d'intensité si vous voulez, mais le schéma des sociétés impérialistes est le même aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays impérialistes. On a une police qui sert principalement, qui sert notamment à la ségrégation, au socio-apartheid et qui du coup développe une violence industrielle pour pouvoir faire tenir cette société inégalitaire. Avec toutes les grandes affaires comme ça, mais ça va jusqu'à l'affaire Elf, etc. C'est des conflits entre des fractions de classe à la tête d'un système. On en sacrifie un, comme la BAC de Marseille à un moment, pour cacher le dessous de l'iceberg. Et en l'occurrence, ce qu'a fait Néret, laisse-moi terminer, c'est possible de le faire parce que le système de la police fonctionne comme ça. La police est structurellement organisée sur la possibilité des illégalismes, et ça depuis le 19e siècle, ça vient d'être dit. On recrute des bandits, on recrute des voyous, on a des indiques, etc. On le voit, c'est dans la police judiciaire notamment, mais aussi en fait dans la BAC, parce que la BAC fonctionne sur le flagrant délit. Du coup, la BAC, par exemple, laisse faire des choses. Elle organise des points de fixation dans certains quartiers. Elle laisse exister des lieux où où ça va vendre, où il va se passer plein de choses, soi-disant pour surveiller, mais on trouve des affaires, il y en a une à Toulouse par exemple, où en fait on va avoir une guéguerre entre la PJ et la BAC parce que la BAC protège son point de fixation, c'est-à-dire qu'en fait même on se retrouve avec des fonctionnaires de police qui business directement. Et du coup, je crois que Néret, comme plein d'autres choses, est le sommet de l'iceberg d'un système de police qui sert avant tout les classes dominantes. Oui, je regrette pas. J'aimerais mettre le projecteur sur ceux qui vous donnent les ordres. Je vais devoir faire une comparaison peut-être qui va vous déplaire. Mais on dit que quand un chien est mauvais, il faut regarder le maître. Et le maître, pour moi, c'est le col blanc. Et les cols blancs, nos cols blancs, sont très mauvais. Donc on a une mauvaise police. Sortir de l'affaire de Michel Néret, je veux dire, du débat, il ressort vraiment qu'on voit qu'il y a une incompréhension de tous les côtés, suivant comment on envisage la police. C'est donc bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système actuel. Je veux dire, il y a un moment, il faut remettre les choses à plat et dire comment on va organiser la police. Je crois que le syndicat de l'âge veut une réorganisation de la police. Et ben moi, je suis d'accord, il faut réorganiser la police et la rendre transparente, faire une police qui fonctionne au vu de tout le monde. Et c'est réglé, je veux dire.
Mathieu? D'un mot, j'ai pas envie que la police française devienne américaine. Voilà. C'est en cours. Nous non plus. Hélène? Oui, bon, moi je voulais dire effectivement que, bien entendu, qu'il y a des forces de transformation sociale à l'œuvre aujourd'hui qui déstabilisent un petit peu la société, c'est sûr, mais qu'il y a une part de violence irréductible. Pour ça, la police, comme tiers institutionnel, elle est toujours nécessaire, mais que plus qu'une réorganisation, je pense qu'il y a la question du message. Parce que bon, la police judiciaire, criminelle, c'est très différent du maintien de l'ordre, qui nous a quand même beaucoup occupés là, mais on voit que ce qui est commun, puisque l'organisation, c'est effectivement le mandat qui est donné à la police, et même pas seulement le mandat explicite, mais le message. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'est là que effectivement la police entend, on couvre ou on ne couvre pas les bavures. Ça, c'est quand même très important. Je ne dis pas que les questions d'organisation, de chiffres, etc. sont mineures, mais ça, c'est quand même très important. Quel est le message que les responsables policiers font entendre? Et quand il y a des bavures, comme on en voit aujourd'hui un certain nombre, c'est qu'effectivement, le message, il couvre quand même un petit peu ça. Et ça, je pense que c'est à nous aussi d'en prendre conscience. C'est comme ça qu'on fait exister l'état de droit et comme ça qu'on travaille aussi à cette violence qui reste toujours dans les sociétés, sauf si on veut vraiment l'éradiquer. Oui, alors je vais rejoindre monsieur sur un point, c'est qu'une société de partage et de fraternité, ça je le partage entièrement, comme d'ailleurs je le pense tous les policiers français. Ensuite, si vous voulez, là où je suis peut-être un peu moins d'accord en tant que citoyen, au-delà d'être policier, c'est que si le partage, ça veut dire on prend aux uns, je n'ai pas dit que vous avez dit ça, mais si on prend aux uns pour éventuellement garder soi-même, ça c'est vrai que je le partage beaucoup moins. Ce que je veux dire, c'est que la police nationale aujourd'hui, je le répète, elle est républicaine, elle est diverse et elle n'a pas pour vocation de créer des injustices, elle a pour vocation de faire en sorte que tout le monde dans ce pays, quel que soit son niveau social ou sa couleur, vive en paix. Et en tout cas, moi, très fièrement, en tant que policier, je pense participer un petit peu à ça. Michel Floquet-Auguste? Moi, je crois qu'il faut changer complètement de société et que c'est quelque chose comme ça qui est en cours en ce moment dans les rues, que ça peut ouvrir sur une grève générale, sur plein de choses. On peut découvrir qu'on est capable d'organiser autrement, de s'auto-organiser pour créer une société d'entraide, de partage, de solidarité. Et à ce sujet, il y a une manif à Rennes demain contre les violences policières. Et le 18 mai, si les gens pensent différemment de la police, par rapport à l'appel du 18 mai à République, il y a un appel aussi à 11h à se retrouver là-bas et un appel aussi à venir après pour venir expliquer et occuper la place, occuper la ville, pour montrer que la ville et cette vie et cette société nous appartient au peuple en réalité.